Pipelette. 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 Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Salut, tu écoutes Pipelette, un podcast pensé par l'association Jeune et Rose, collectif de patientes engagées dans la lutte contre le cancer du sein. Moi, c'est Elodie, 37 ans, maman d'une petite Lily. J'ai été touchée par un cancer du sein triple négatif à 34 ans. Je serai aujourd'hui accompagnée de 2 jeunes femmes, également mamans, Lucille et Elodie, pour parler cancer et parentalité. Comment aborder un tel sujet avec ses enfants? Quelles stratégies mettre en place pour faciliter le dialogue? Existe-t-il des supports adaptés? Avec douceur et bienveillance, nous vous partagerons une partie de notre histoire familiale transformée par la maladie. Et tout de suite, mon regard va se porter vers Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Elodie. Alors, est-ce que brièvement, tu peux nous situer l'âge à laquelle tu as été diagnostiquée, l'âge actuel, type de cancer, traitement? Du coup, donc, j'ai 36 ans là, depuis quelques jours et on m'a diagnostiqué donc, un cancer du sein triple négatif donc, l'année dernière, au mois de juin. Donc, j'avais 35 ans. Donc, je suis passée par la case de chimiothérapie, 5 mois de chimiothérapie. Ensuite, donc, j'ai une tumorectomie et suivi de 30 séances de radiothérapie. D'accord. Et de ton côté, Elodie? Alors bonjour Elodie. Bonjour. Donc j'ai à l'annonce de mon cancer, donc j'avais 33 ans, un cancer triple négatif également. Voilà. Et là, du coup, je suis toujours en cours de traitement. Donc moi aussi, j'ai eu 5 mois de chimiothérapie. J'ai eu une mastectomie avec une reconstruction par expander. Et du coup, là, je suis en cours de traitement en radiothérapie. Donc j'ai 25 séances à faire. D'accord, ok. Et donc vous êtes maman. Alors combien d'enfants avez-vous et quel âge avait-il au moment du diagnostic? Alors, donc, j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 6 ans, donc, il s'appelle Camille. Et au moment du diagnostic, donc, il avait 4 ans et demi. Donc il était en moyenne section et donc cette année grande section. Et passage en CP l'année prochaine. Grande étape. Grande étape. La mienne y est actuellement. Grande étape. Et pour toi, Elodie? Et moi, du coup, c'était l'année dernière. Donc, moi, j'ai 2 enfants. Donc, un petit Jules, du coup, qui a le même âge que le fils de Lucille. Donc, il a 5 ans et demi. Il aura 6 ans, du coup, cette année. Donc, pareil, donc grande section. Et il va passer en CP. Et j'ai une fille qui s'appelle Alba, qui a 2 ans et demi et qui va bientôt avoir 3 ans là, d'ici un mois, et qui rentre également à l'école en petite section en septembre. D'accord, donc des petits loulous encore. Oui, c'est ça. Ouais, moi la mienne, effectivement, comme vous l'avez compris, elle a 6 ans, bientôt 7, et elle est au CP. À l'époque du diagnostic, par contre, elle avait 3 ans. Donc pour vous, c'était... toi, c'était l'année dernière. Moi, c'était l'année dernière. Donc moi, Jules, il allait avoir 5 ans. Ouais. Et ma petite avait eu 2 ans récemment. Et pour toi aussi? Oui, l'année dernière également. Et alors, quand vous avez su pour le diagnostic, ok, vous êtes touché par un cancer du sein, triple négatif, quelles ont été vos premières réactions en pensant justement à vos enfants? Est-ce que le fait d'être mère a pu avoir une incidence particulière, être une motivation supplémentaire pour suivre, par exemple, des traitements dits agressifs? Donc au début, quand on m'a annoncé le diagnostic, donc déjà ils n'étaient pas très sûrs du diagnostic, donc il a fallu attendre quelques semaines, donc ça a été le flou complet, on va dire. Après, de toute façon, quand on entend cancer, il n'y avait pas encore de nom réellement sur le type de cancer que j'avais, mais c'était un cancer. Et pour toi, ça a été Est-ce que le fait d'être mère, justement, et d'avoir ce rôle, t'a poussé tout de suite à te dire ok, je vais me battre, quoi? Oui, je voulais pas le laisser tout seul. Bon, il n'aurait pas été tout seul, mais voilà, c'est vraiment l'image que j'avais en tête. Donc oui, quand on reprend ses esprits, on les reprend rapidement. Bon, après, je parle pour moi. Voilà. Moi, je les ai repris assez rapidement. Et voilà, me dire que ce combat, j'allais le mener pour lui, pour être là. Ouais, c'est souvent quelque chose qu'on entend, effectivement. Pour toi, Elodie, ça a été comment? Donc, je me suis laissée quelques semaines déjà pour digérer ça.
Et puis après, effectivement, on prend son image de guerrière et puis on se dit maintenant, il faut y aller. De toute façon, on n'a pas le choix. Y a un protocole. Et je pense que c'est surtout le départ qui est dur quand l'annonce est faite. Mais une fois qu'on est dans le traitement, on est pris dans un engrenage et de toute façon, il faut y aller et puis il faut se battre pour vivre. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est vrai que... Voilà quoi, il fallait prendre sur soi et avant de lui dire, on va en parler après justement de comment l'annoncer, etc. Mais c'est vrai que, voilà, il y a aussi ce fait de se dire, ouais, je suis maman quoi. Je suis maman et je vais rien lâcher quoi. Je vais me battre parce que justement, mais je vais y aller quoi. Et justement en parlant d'annonce, est-ce que vous avez annoncé à vos enfants que vous étiez malade? Et au bout de combien de temps vous avez réussi à aborder ce sujet? Alors oui, moi j'ai préféré lui dire, alors en essayant d'utiliser des termes qu'il pouvait comprendre. Donc moi j'ai préféré utiliser le mot bobo. Alors c'est très enfantin, il était quand même, il avait 4 ans et demi. Moi il m'a déjà vu malade, donc il savait ce que c'était quand j'étais très fatiguée, que j'avais besoin de m'allonger, etc. Là je lui ai expliqué que c'était un plus gros bobo, donc je lui ai expliquer où c'était, en lui disant que j'allais qu'il allait y avoir des changements, notamment physiques. Donc c'est vrai que j'ai pas mal évoqué ça avec lui, j'ai anticipé parce que clairement c'est vraiment l'image que j'allais lui renvoyer qui me faisait très peur. Bon, je pense qu'au début c'était vraiment très abstrait parce que il n'y a pas de changement physique, il n'y a rien. Donc au début quand on m'a posé le pack, donc là je lui ai expliqué. Alors j'avais perdu énormément de poids. Donc on avait baptisé ça la petite montagne. Donc c'est vrai que pendant plusieurs mois, la petite montagne nous a embêtés pour les câlins. Alors moi j'avais les cheveux très longs, donc je pense qu'il avait un peu le stéréotype de la princesse de Disney. J'étais blonde avec les cheveux très longs. Donc j'avais anticipé, donc j'avais fait une coupe quand même très courte. Et puis donc après ma première séance de chimiothérapie, donc c'est mon papa qui m'a rasé la tête. Donc je portais des bonnets. Donc je lui ai montré un petit peu en fait sur le côté au début je pensais ne pas lui montrer en fait. Au début je me suis dit pendant tout jusqu'à ce que ça repousse en fait avoir une coupe quand même courte, je ne veux pas qu'il me voie comme ça. Et donc je lui ai montré juste un tout petit peu, il a pas voulu regarder. Et en fait tout simplement il était en train de jouer, il faisait très chaud parce que j'ai commencé ma chimiothérapie au mois d'août. Et donc j'avais enlevé mon bonnet, il était en train de jouer dehors et en fait il est rentré très vite et j'ai pas eu le temps de remettre mon bonnet. Et là il m'a regardé, il s'est arrêté et il a éclaté de rire en me disant maman, t'as des tout petits cheveux. Et alors ça le faisait rire au début et il voulait que je montre mes petits cheveux à tout le monde. Voilà. Donc c'est parti comme ça et donc je lui ai posé la question, notamment par exemple quand ça a commencé à repousser légèrement et que ça me gênait, les perruques, ce genre de choses. Je lui disais, est-ce que ça te dérange si je ne mets pas mon bonnet? Donc je lui posais la question quand on sortait ou quand on était à la maison, s'il préférait que je mette quelque chose sur ma tête. Il me disait que non. Je me suis adaptée à ce qu'il voulait, en faisant attention à ce qui pouvait le déranger ou non. Alors du coup, moi, j'ai pas eu de chirurgie lourde, parce que du coup, j'ai qu'une tumorectomie. Mais pour la petite anecdote, un jour, je sors de la douche, il rentre comme ça dans la salle de bain, et donc forcément, il y a quand même une petite différence. Et il me dit, mais maman, ils sont pas pareils, ils sont pas cousins. Voilà, après, pendant la radiothérapie, c'est vrai que c'était quand même très rouge, donc même en débardeur, ça se voit. Et puis voilà, je lui avais expliqué que ça restait... que j'allais à l'hôpital, parce que c'est vrai qu'on s'absente souvent. Après, moi, il faut savoir que j'ai mon fils en garde alternée, donc 1 semaine sur 2. Oui. Voilà. Donc, pour la chimiothérapie, c'est vrai qu'on s'était arrangé. Donc, la semaine où j'avais mes séances, il était chez son papa. La deuxième, il était avec moi. Pendant la chirurgie aussi. Mais bon, après, moi, ça a été quand même assez rapide de m'en remettre. Et puis, la radiothérapie, lui expliquer que voilà, c'est très sensible, qu'on ne peut pas encore faire de câlins. On m'a enlevé le pack assez rapidement parce qu'il y avait un risque de déchirure. Donc, quand on l'a enlevé et que j'ai pu lui faire le premier câlin, il m'a dit « Maman, c'est comme avant, les câlins. » Mais c'est trop beau. Voilà. Il est beaucoup sur le « comme avant ». C'est vrai que je voulais pas qu'il me voie sans cheveux. En fait, donc sans cheveux, sans cils, sans sourcils, c'est vraiment ce que j'appréhendais.
parce que je savais que ça allait être compliqué. Je voulais pas lui cacher les choses, mais je voulais pas non plus l'inquiéter. Mais au final, lorsqu'il t'a vu avec tes petits cheveux et qu'il a éclaté de rire, qu'est-ce que ça t'a procuré, toi, comme sensation ? Enfin, est-ce que ça t'a permis de dédramatiser aussi Un grand soulagement. Parce que quelque chose finalement que j'appréhendais énormément. Et du coup, j'ai pas eu à me préparer, à me demander comment j'allais lui annoncer ça. Est-ce que j'allais enlever un bonnet ? Est-ce que si un jour il me voyait sans bonnet ? Là, ça s'est fait finalement naturellement. Et puis, je pense, comme les enfants, il m'a vu, il a rigolé, puis il est passé à autre chose. Ouais. Et voilà, quelque chose qui m'a travaillé pendant des heures, des jours. En 15 secondes, c'était plié. Et puis, il est retourné à sa vie de petit garçon, continuer à jouer à cache-cache comme si de rien n'était. Mais c'est souvent ça, hein. L'enfant, il y a une part d'innocence qui fait qu'il arrive facilement à switcher d'un sujet à un autre. Et nous, ce qu'on appréhende profondément et ce qu'on va anticiper dans nos têtes, ça va pas forcément être la réaction à laquelle on s'attendait, quoi. Et au contraire, c'est quelque chose de bienveillant et ça fait du bien. Et de ton côté, Élodie, donc avec Jules et Alba, oui. Justement, quand est-ce que tu leur as annoncé que tu étais malade ? Quel moment tu as abordé le sujet ? Est-ce que pour toi ça a été plutôt fluide ou complexe ? Oui. Alors c'est vrai que du coup, entre l'annonce et par exemple la pose du pacte, ça va très vite. Parce que c'est vrai qu'on est jeunes et du coup, ils prennent les choses rapidement. Donc c'est vrai qu'on a peu de temps pour se retourner et pour du coup peut-être prendre des choses support comme des livres, des choses comme ça. Donc du coup, je me suis dit que j'étais peut-être la personne la plus à même à lui expliquer parce que c'est moi qui le connais le mieux et je me sentais capable de leur expliquer du moins ce qui m'arrivait. Donc je leur ai annoncé la veille de la pose de mon pack. Donc je leur ai dit que... Donc je les ai pris, je crois, tous les deux en sortant de l'école en disant que maman, elle avait une boule dans le sein qui était méchante et que du coup on allait me poser un petit boîtier et que grâce à ça on allait me passer des médicaments et du coup ça allait faire partir cette boule. Donc voilà, donc c'était pour ça et je leur ai dit donc maman va être très fatiguée et surtout maman va perdre ses cheveux. Mais pour dédramatiser un petit peu, je lui dis tu sais papy José, elle n'a pas de cheveux, et je vais avoir la même coupe que papy José. Et du coup ça l'a fait rire. Donc voilà, donc on a dédramatisé un petit peu comme ça. Donc après la première EC, j'ai été faire raser mes cheveux par une copine coiffeuse. Et je leur ai dit, maman, aujourd'hui, elle va perdre ses cheveux. Et quand je suis rentrée, donc j'avais mis un bandeau, des frangines et un petit bonnet. Et tout de suite, ils ont voulu voir. Ah oui, la curiosité. Ouais. Et du coup, j'ai pas voulu cacher parce que je me suis dit, ils vont dire, oh là là, mais en fait, c'est bizarre, pourquoi maman, elle veut cacher ? Donc en fait, je leur ai montré. Et finalement, elles m'ont dit, oui, ça me fait bizarre. Mais finalement, c'est passé. Et aussi, j'avais pris rendez-vous avec la maîtresse de Jules avant les traitements parce que j'avais peur qu'à l'école, ils se sentent pas bien. Ou, voilà. Donc, on avait pris rendez-vous avec mon conjoint, avec la maîtresse, pour lui expliquer ce qui allait arriver pour les prochains mois. Et voilà, si elle remarquait quelque chose, et surtout qu'elle puisse l'accompagner au mieux. Et du coup, nous avertir. Et également avec la nounou d'Alba. Donc voilà, on avait averti un peu l'entourage des enfants pour qu'ils puissent être accompagnés au mieux. Moi, par contre, lorsque j'ai su que j'allais avoir de la chimio, parce que j'ai commencé par l'opération, moi. C'était mon choix, j'ai commencé par l'opération. Et lorsque j'ai su que j'allais avoir de la chimio, j'ai demandé à mon compagnon de me tondre la tête. Et d'abord, j'ai commencé par couper ma longue chevelure au ciseau, complètement à l'arrache même. Et après, il m'a tondu la tête, mais en présence de ma gamine qui s'était déguisée en fée pour le coup, et qui était là avec sa petite baguette. Pouf, maman, elle a plus de cheveux. Ouais. Et malgré tout, c'était complètement dédramatisé par le côté enfantin de Lily, quoi. Et quant au vocabulaire, j'ai abordé le mot cancer, mais en fait, j'ai remarqué que même encore maintenant, alors qu'elle va avoir 7 ans, le mot cancer, c'est comme un nom propre. C'est cancer. Il s'appelle cancer, en fait. Donc voilà, j'en ai parlé.
Moi, j'ai eu recours à un support. C'était un petit livret que mon médecin traitant m'avait donné. Ça s'appelait Les stratégies de Kiku. Et voilà, c'était adapté pour les enfants, mais en même temps pas forcément pour les tout petits. Il y avait beaucoup de mots, effectivement, comme la chirurgie, la radiothérapie, l'oncologue. Et là, par contre, je sais que c'est passé un peu à côté. Voilà, ça m'a un peu aidée. Et après, je me suis complètement approprié le vocabulaire. J'ai usé de pas mal aussi de métaphores. Donc, par exemple, je mettais un mot médical, mais à côté, j'y mettais de la magie. J'y mettais quelques métaphores, histoire d'alléger la chose. Et c'est passé plutôt bien, pour le coup. Comme quoi, tout est propre à chaque parent, en fait. Certains vont vraiment avoir besoin de lire complètement une documentation spécifique, et puis d'autres vont complètement s'approprier le sujet et faire en fonction aussi de l'enfant, de ce qu'il est prêt à entendre, de son développement. Et ça, c'est super important. Alors à l'hôpital, ils m'ont donné des livrets, je sais plus ce que c'était, mais bon, pour expliquer ça aux enfants. Et moi, j'avais acheté le livre « Ma maman est une pirate ». Donc j'aimais beaucoup l'image de la pirate qui combattait le crabe sur son bateau. Donc on a été trouver un déguisement de pirate. Et donc il s'est habillé en pirate et je me rappelle les premières chimios, voilà, quand on se retrouvait, il mettait son déguisement de pirate en disant qu'on allait combattre le crabe. Enfin, pas le crabe, il disait, mais qu'on allait combattre le bobo. Voilà, tous les deux. Puis après, je pense qu'il faut le faire comme on le sent. Si on le sent pas, effectivement, il faut faire appel à des psychologues. C'est vrai qu'il y a des soins supports dans les cliniques, dans les centres hospitaliers. Moi, je sais que la psychologue qui était à la clinique me disait qu'elle pouvait rencontrer mon fils si jamais j'en avais besoin. Voilà. Moi, après, je l'ai rencontré une fois. Ça n'a pas été mon truc. Moi, je me suis rapprochée du coup de l'association Jeune et Rose. Ouais, et j'ai eu la chance que, du coup, c'est là où j'ai rencontré Laetitia, qui est maintenant devenue une amie, et je la remercie. Et voilà, elle est étonnante, les réunions entre filles, où on se partage les petites astuces, notre vécu. Franchement, c'est génial. Puis en plus, maintenant, Jeune et Rose propose régulièrement des ateliers en visio qui sont animés par une psychologue et qui ont pour thématique la parentalité. Donc, il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Je me suis créé mon propre soin de support, enfin mon propre support qui s'est matérialisé sous forme de livre. Donc j'ai écrit l'histoire et dont Audrey, une maman aussi touchée par un cancer du sein qui avait sa petite fille à l'époque qui avait 2 ans, a créé les illustrations. Et voilà, c'est un livre vraiment adapté pour les tout petits et il est vraiment plein de douceur, de bienveillance, de poésie et volontairement. On n'a pas employé le mot cancer, même si nous, auprès de nos enfants, on l'avait verbalisé. Voilà, chaque parent est différent et peut s'approprier la façon de communiquer avec son enfant. Donc on est vraiment les mieux placés pour savoir comment développer ce sujet. La question qu'il m'a souvent posée, c'est pourquoi j'ai eu un bobo ? Mais donc là, je lui ai expliqué qu'on ne choisit pas. Je lui ai dit, c'est comme quand tu tombes. Après, j'ai pas eu de questions existentielles pour ma part. Je sais pas, toi, Élodie. Non plus. Moi, non plus, je suis pas rentrée dans les détails. Juste si, des fois, il me disait... mais maman, est-ce que tu es encore malade ? Je dis, mais c'est long, hein mais du coup, quand je vais savoir que tu es plus malade ? Eh bien, quand mes cheveux ont reposé, c'est déjà que maman, elle va aller mieux. Ah, d'accord. Et du coup, l'association, c'est vrai que c'était sympa parce qu'on fait du sport adapté. Et le fait de rencontrer d'autres mamans, du coup, qui maintenant ont les cheveux un peu plus longs. Ah, mais maman, regarde maintenant, la dame, elle a les cheveux plus longs. Ah, ben oui, et elle aussi, elle a été malade comme toi ? Eh ben oui, comme moi. Donc, c'est vrai que de rencontrer des mamans qui, comme moi, étaient un petit peu plus avancées au niveau du parcours et voir que leurs cheveux avaient repoussé et qu'elles allaient très bien. Du coup, ça l'a rassurée en disant il y a d'autres mamans qui ont la même maladie que toi, ça va super. Il faut savoir qu'effectivement, chaque mère réagit différemment. Enfin, déjà, chaque patiente réagit différemment
par rapport à ces traitements. Certaines vont réussir à maintenir leur quotidien parental, comme si presque de rien n'était. D'autres vont freiner leur investissement. Et d'autres encore vont avoir vraiment besoin de déléguer certaines tâches. J'ai très mal vécu la chimiothérapie. Ça a été vraiment très, très compliqué physiquement. C'était quoi? T'as fait de l'EC? Oui, EC et 4 EC, donc tous les 15 jours, et 12 carbotaxol. Okay. Et en fait, du coup, j'ai dû arrêter mon traitement que j'avais pour ma maladie chronique. Donc, j'ai fait 2 grosses poussées. D'accord. Voilà, donc clairement, je suis retournée vivre chez mes parents le temps de la chimiothérapie. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup délégué à mes parents. Je leur en remercie. Heureusement qu'ils étaient là. C'est bien d'avoir justement du soutien des parents, de la famille. On va entendre le mouchoir. Mais vas-y, t'inquiète. C'est vrai que... Pardon. T'as le droit de respirer. Si t'as envie de marcher, si t'as envie de souffler, de te lever, de faire du sport adapté. Vas-y. C'est pas trop mon truc, le sport. Ouais, moi non plus. Alors, on nous dit faut en faire. Je suis pas sportive pour dessous. J'adore, c'est comme je prodigue des conseils comme ça, mais que je suis la moins bien placée pour dire ça. Non, mais c'est émouvant, c'est normal. Et c'est beau en plus ce que tu dis. Voilà. Après, ça a vraiment été sur la partie C et Taxol où ça a été très compliqué. Après, j'allais mieux physiquement, donc progressivement, j'ai pu le ramener à l'école, aller le chercher. Voilà, on a pu aller. Puis en fait, on redécouvre finalement, je trouve pour ma part, j'ai redécouvert des premières fois avec lui. Donc, première fois, aller se balader au parc, des petites choses comme ça, des petites anecdotes, des choses assez anodines, en fait, où on reprend plaisir, on redécouvre des choses, parce que c'est vrai que entre le travail, les enfants, la routine, je me suis rendu compte qu'on ne profitait pas assez, on court tout le temps. Oui, alors moi j'ai commencé par la 3EC et moi, on m'avait conseillé de me dire la chimio est ta meilleure amie. Ah et oui. moi, du coup, dans ma tête, je me suis dit la chimio, c'est ma meilleure amie. Et j'avais qu'une hâte, c'était de commencer. Et je me suis mis ça dans la tête. Alors je sais pas si c'est ça qui a aidé, mais effectivement, le premier jour, je vais pas dire, mais j'avais des nausées effectivement. Mais dès le lendemain, alors peut-être pas dès le lendemain, mais dès le surlendemain, ça allait. Et donc je faisais mes EC le lundi. Donc le lundi soir, ils allaient chez papy et mamie, moi aussi. Heureusement, on a de la chance, ils habitent à 5 minutes. Et ils revenaient le mardi soir. Et dès le mercredi, effectivement, je les gardais. J'ai plutôt bien vécu cette période-là parce qu'effectivement, eux, ils étaient contents aussi d'aller chez papy, mamie le lundi soir parce qu'il y a des petites choses qu'ils peuvent pas faire à la maison qu'ils font chez papy, mamie. Donc ils sont bien contents d'y aller. Et puis nous, avec mon conjoint, ça nous permettait aussi d'un peu de souffler. Lui, il pouvait plus se concentrer sur moi pour m'aider. Et voilà, donc non, nous, ça ne nous a pas vraiment chamboulé notre quotidien. Voilà, c'était juste le lundi soir où ils se faisaient garder par papy et mamie. C'était un petit peu un rituel après. Et même papy et mamie, après, du coup, n'étaient pas contents de plus les avoir les lundis soirs. Parce que c'était habituel les avoir. Mais voilà, donc non, moi, ça ne m'a pas changé mon quotidien. Oui, j'ai eu des nausées, mais c'était largement supportable. Et les Taxol, ouais, donc c'est passé aussi... voilà, j'avais ma séance également le lundi. Le lundi soir, j'étais un peu fatiguée, mais le mardi, c'était reparti. Non, j'ai pas eu de contraintes par rapport à ça. J'ai plutôt bien vécu. Vraiment, il n'y a pas eu de réel changement dans mon quotidien. Effectivement, on en a beaucoup plus profité parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on court tout le temps. Donc voilà, donc je prends soin de moi, je fais des petites activités avec l'asso, on fait du sport adapté, on sort entre filles, voilà, je prends plus du temps pour moi et du coup, je profite plus de mes enfants parce que du coup, le mercredi, maintenant, je suis là. Et puis si je suis plus fatiguée, il y a papy et mamie qui sont là, il y a les tatas, voilà, donc on a un cercle familial aussi qui est là pour nous aider. Donc voilà, donc ça s'est géré comme ça et ça s'est plutôt bien géré. Pour que Lily puisse venir me voir, voilà, fallait qu'elle soit tout en douceur, ce qui n'est pas forcément évident à cet âge-là, oui. évident. Ne connaissent pas ce mot. Mais voilà, malgré tout, comme j'étais incapable de
faire quoi que ce soit comme mouvement, vraiment. C'est-à-dire qu'on me donnait la béquille et tout. Mais elle aimait me donner la béquille. Et puis, on avait elle prenait sa petite mallette de docteur. Et elle venait me faire des petits diagnostics et me préparer des potions magiques à base de toutes sortes d'ingrédients imaginaires, parfois plutôt sympas, parfois plutôt répugnants, style crotte de nez et compagnie. Mais c'était efficace. Mais Ça c'était, écoutez, Ça a fonctionné. il y a eu une certaine efficacité, placebo, je pense, surtout. Mais c'était un moment aussi que j'appréciais et qui m'a beaucoup marquée parce que ça faisait partie des rares moments où je pouvais profiter d'elle. Il y a eu aussi beaucoup de lectures. À l'époque, elle ne savait pas encore lire, mais malgré tout, elle m'inventait. Quand on a lu 50 fois la même histoire, elle te la relate, quoi. On prend conscience aussi des petits plaisirs de la vie. Et juste partager un moment de qualité avec son enfant, ça prend une importance énormissime. Et de mon côté non plus, j'ai pas forcément culpabilisé. Justement, Élodie, donc tu as 2 enfants. Ça a pu créer une connexion ou renforcer un lien. Est-ce qu'ils parlaient, par exemple, du cancer entre eux ? Non. Ils parlaient, oui, de bobo. Maman, elle a un bobo. Non, après, non, j'ai fait la même chose. Après, ils ont 2 ans, à peine 2 ans d'écart. Donc, j'ai fait la même chose pour les 2. Après, ils sont très, très fusionnels tous les 2. Donc, peut-être que ça les a renforcés. Enfin, ça crée un lien et ça a renforcé ce lien. Et puis elle aimait bien toucher, ça lui faisait un petit peu drôle, mais elle aimait bien toucher. Que mon fils, non, c'était pas trop son truc. Après, ils ont eu des comportements un petit peu différents l'un et de l'autre, mais ça, je pense que c'est le caractère qui y fait. Mais non, sinon pas de choses particulières à l'un ou à l'autre. Voilà. Après, ils avaient peu d'écart. Après, je pense que ça peut être différent s'il y a des écarts d'âge. Comme Élodie, j'en avais parlé à la maîtresse à la rentrée. Parce que j'avais commencé la chimiothérapie au mois d'août, donc au mois de septembre à la rentrée, j'ai expliqué ce qui allait se passer, donc pour prévenir si effectivement son comportement pouvait changer ou si elle remarquait des choses, qu'elle nous prévienne. Un matin, je l'habille pour aller à l'école et puis il me dit « Maman, tu sais, vraiment avec un air grave, oui, qu'est-ce qui se passe ?» Donc avec un temps de pause, la dernière fois, quand on était chez Papé et Granny, oui, tu dormais, oui. Ils m'ont forcé à manger des légumes. Là, c'est le drame. Le drame complet, voilà. Mais non, après, au niveau social, à l'école, il n'y a pas eu rien de particulier. Enfin, on ne m'a rien signalé. Est-ce que ton ex-mari il a occupé une place, malgré tout, plus ou moins importante au niveau de ton parcours de soins? Et sinon, comment tu as vécu le fait d'être une mère célibataire? Alors, je lui ai dit ce qui m'arrivait, ce qui allait m'arriver. Donc, c'était surtout par rapport à Camille. Après, de l'aide, non. De la compréhension, oui. Puisqu'on avait mis en place suite aux séances de chimiothérapie, donc il irait d'abord avec son papa pour vraiment m'éviter de me voir, parce que c'est là où j'avais le plus de nausées. Voilà. Donc, je voulais vraiment pas qu'il me voie comme ça. Donc ça, on avait mis ça en place. Et pour toi, Élodie, ton conjoint, oui. Quelle place il a pu occuper Alors nous, c'était surtout pour les enfants, c'était les papis-mamies, puis lui, il était là pour moi, en fait. C'était, il était là tous les rendez-vous. Quand j'allais pas bien, bien sûr, c'était lui qui faisait à manger. Enfin, voilà, il gérait toute l'intendance de la maison. Mais en plus, il est artisan, donc il se levait tôt, il arrivait tard à la maison. Donc, pour les moments importants, il était là. Et voilà. Et pour moi, et puis pour discuter le soir, effectivement, j'avais quelqu'un pour échanger, pour évacuer les choses de la journée ou mes ressentiments. Mon compagnon était extrêmement présent et lui aussi s'est adapté, s'est greffé un peu à la façon dont moi j'adaptais mon vocabulaire, et il a fait de même avec Lily. Il y avait vraiment une équipe, en fait. On a formé une équipe parce que c'est pas toujours évident. Et il s'est aussi beaucoup occupé de moi. Ce qui m'importait, c'était son regard à elle, pas forcément le regard des autres. Une fois que j'avais capté le truc, si son regard à elle était bienveillant,
Mais il y a eu cette facilité aussi parce qu'il y a eu le jeu des perruques, justement. C'est devenu un jeu, finalement, les perruques. Ça devient une sorte de jeu. On t'emprunte ta perruque, on la met sur la tête. L'enfant voit ça comme un artifice, un déguisement. C'est ça, c'est un déguisement. Ouais. Mais même ma fille, du coup, à 2 ans, ne comprenait pas parce qu'elle me disait « Mais maman a cheveux, maman a plus cheveux. » Maman a cheveux. Elle, du coup, ça lui faisait bizarre de dire mais maman, elle a des cheveux, des mamans, elle a plus de cheveux. Enfin voilà, c'était un peu étrange pour elle. Mais effectivement, on en a rigolé. On a essayé les turbans, on a pris des petites photos un petit peu rigolotes pour dédramatiser un petit peu la situation. En fait, c'est vrai qu'on se fait plus des craintes à notre niveau, mais eux, finalement, ils prennent ça. Je pense qu'on appréhende beaucoup. Ouais, on appréhende plus que eux, finalement. Moi aussi, j'ai eu une mastectomie dans un premier temps. Et j'avais le gros pansement, quoi, le fameux gros pansement. Et je me souviens qu'un jour, je sors de la salle de bain, justement, avec ce gros pansement, et je vois ma gamine qui me regarde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Et tout de suite, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Donc, je vois que ça l'impressionne et tout. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un feutre. Et j'ai fait, 2 petits yeux, un grand sourire. Je dis, là, c'est mieux? Ah oui, et là, c'est mieux, c'était beaucoup mieux, c'est passé nickel. Et après, c'est devenu une sorte de petit rituel tout au long de mes autres opérations. C'est, maman, elle est pressée, quoi. C'est, maman, je pourrais dessiner sur ton pansement et tout. Oui, d'accord, tu pourras dessiner sur mon pansement. C'est, voilà, elle a presque l'impatience, de pouvoir aussi participer, quoi. Et puis après, oui, petit à petit, elle a vu la cicatrice, mais c'est passé tranquillement, finalement. Elles s'en fichent, carrément. Elles s'en fichent, elles rigolent. Ça arrivait des fois qu'elles fassent semblant, comme si elles voulaient téter quand on joue ou quoi. Et je suis là, ouais, mais non. Non, mais même pas l'autre, parce qu'il y a double mastectomie. La reconstruction est en cours, mais même j'irai pas jusqu'à la reconstruction finalement de l'aréole et tout. Donc voilà quoi. Mais bon. Alors moi, je l'avais emmené à la pharmacie pour aller essayer les franges des frangines. Donc on avait rigolé, hein, il a tout essayé à la pharmacie. Et je me rappelle donc la première fois où je me suis finalement remaquillée, rehabillée comme avant, parce que c'est toujours la comparaison. Et il m'a regardé, maman, t'es belle comme avant. Et là, ça fait plaisir, parce que comme tu dis, on se trouve moche, on n'a plus de cils, plus de sourcils, plus de cheveux, c'est plus du tout l'image qu'on avait de soi. On se reconnaît plus. Et c'est vrai que c'est ces petits compliments comme ça, où t'es belle même si t'as des petits cheveux. C'est des petites choses comme ça. Comme avant. Voilà. Donc, il nous porte. Il nous donne une force. Incroyable. Elle aimerait revoir sa maman comme avant. Là, je commence seulement à porter des robes ou des jupes. Et en plus, elle avait oublié, mais elle me dit c'est de nouveaux vêtements? Non, en fait, maman, elle les a depuis très, 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 très longtemps. Ah, mais ça te va bien. Et c'est comme avant sur les photos qu'elle voyait de moi avant. Est-ce que, par exemple, vous avez amené vos enfants à l'hôpital? Moi, j'avais pas le droit. On n'avait pas le droit d'emmener en chimio, on n'avait pas le droit d'emmener les enfants en chimio. Alors, je l'ai emmené 2 fois en radiothérapie parce que j'avais pas le choix. Après, j'avais prévenu les infirmières, donc elles avaient pris. Alors moi déjà, j'avais prévu, donc ils m'attendaient dans la petite cabine là où on se change, donc j'avais pris ses jouets, ses dessins. Mais bon, il y a toujours une infirmière qui venait à chaque fois, donc le roi, elle lui avait imprimé des dessins pour qu'il fasse du coloriage. Il montrait ses petites figurines Pokémon, donc. Ah mais c'est bien, c'est mignon. Après, on avait il était tombé sur la tête à l'école, donc on avait déjà passé une nuit aux urgences et il avait adoré l'hôpital, donc il aimerait bien redormir à l'hôpital, voilà, donc des fois il me demande, donc il n'avait pas forcément cette image négative. Et puis c'était devenu une routine aussi, même pour eux, c'est maman, elle va recevoir son médicament dans son petit boîtier, et puis voilà, tout était devenu une routine, et puis pour eux c'était devenu normal. Oui, c'est ça, c'est vrai. Globalement, nos enfants ont accepté avec quand même énormément de bienveillance ce qui est arrivé autour de la maladie. Et vient cette fameuse phase qui est l'après. Comment expliquer l'après aux enfants? Dans le sens où il peut y avoir des problématiques
lié à la crainte de la récidive? Je préfère le faire avancer sur quelque chose de positif. Je sais pas, on verra dans quelques temps après. De toute façon, il faut faire en fonction de soi-même. Hein. Il faut vraiment pas se forcer. Hein. Et Oui, toi, Élodie? Alors moi, du coup, je suis encore dans les traitements, donc je suis en radiothérapie. Donc moi, comme j'ai dit, j'avance étape par étape. Après, peut-être pour les contrôles, lui expliquer c'est pour contrôler que le bobo revienne pas. Mais sinon, non, on n'ira pas dans le détail. De toute façon, je pense qu'il n'a pas de notion que c'est une maladie qui peut être mortelle. Mais après, le tout, c'est de dédramatiser. Elle connaît mes copines, elle adore mes copines. La dernière fois, quand il y a eu un événement Jeune et Rose, elle était là, elle a adoré. Elle était là sur les ateliers poète-poète à toucher tous les seins. Elle retouchait des tétons, là, elle était contente. Donc voilà, c'est vraiment après traiter d'un sujet grave et apporter un peu de légèreté malgré tout en restant sincère. Et puis après, l'innocence de l'enfant et sa bienveillance fait le reste en quelque sorte. Nous arrivons bientôt à la fin de ce podcast, mais une dernière question. Quels conseils pourriez-vous donner aux femmes, mamans, touchées par un cancer du sein? Je pense que on est maman, on connaît nos enfants, on connaît leurs réactions, ce qu'ils ressentent. Donc je pense qu'après, c'est vraiment à chacune de s'adapter en fonction de son propre ressenti déjà, à la connexion et au ressenti des enfants. Je pense que ça, c'est important. Et puis après, d'adapter, en fait. Moi, j'ai choisi un cap, finalement. J'ai préféré lui expliquer les choses, comme on disait, avec un discours adapté. Mais j'ai préféré lui dire que lui cacher ou ne pas montrer, bien qu'au début, c'est pas forcément ce que je voulais. Et je trouve que finalement, on s'en sort pas trop mal, donc les années le diront. Et moi, effectivement, je rejoins Lucille sur ça, c'est faire comme on le ressent. Moi, de toute façon, aussi, je pense qu'à mon sens, la communication parent-enfant, elle est essentielle, que ce soit avant, pendant ou après les traitements, mais elle doit vraiment être adaptée au niveau du développement de l'enfant, que ce soit d'ailleurs un enfant ou un adolescent. Il faut vraiment que ce soit adapté au développement cognitif et affectif. Quand mes cheveux ont commencé à repousser et qu'effectivement je suis retournée à l'école en enlevant mon foulard, donc avec les cheveux très très courts, je sais qu'il y a des enfants, j'étais là, qui ont demandé à Camille pourquoi sa maman s'était fait couper les cheveux. Il n'a pas donné de réponse, c'est moi finalement qui ai répondu, donc... C'est pareil, c'est quand les cheveux ont commencé à repousser, parce que finalement les enfants s'adaptent à fait d'avoir un turban. Voilà, la maman de Jules, elle a un bonnet même, c'est ça plus ça, un bonnet. Et récemment, moi aussi, parce que les cheveux ont repoussé, j'ai voulu l'enlever. Et du coup, il y a un petit garçon qui me dit « Mais tu n'es pas la maman de Jules, tu n'as plus ton bonnet. » Et du coup, je lui ai dit « Si ». Et je lui ai répondu « Si, c'est que maintenant j'ai chaud. Et maintenant, j'ai enlevé mon bonnet. Tout simplement. J'ai pas voulu rentrer dans les détails. » Et voilà, il s'est passé comme ça. Après, non, pas de questions particulières. Ou alors peut-être que Jules m'en a pas parlé à l'école. Mais non, après, j'avais envie d'enlever ce turban qui me rappelait la maladie. Quand les cheveux ont repoussé, c'était un peu libérateur d'enlever ce turban. Lorsque j'ai dû faire ma scintigraphie, par avance, j'avais lu que c'était un produit radioactif qu'on allait nous injecter et qu'il ne fallait pas approcher son enfant ou une femme enceinte pendant à peu près 24 heures. Et là, moi, j'étais super embêtée parce que je me suis dit, va faire comprendre ça à une gamine de 3 ans. Déjà, tu t'absentes, tu reviens, elle va avoir envie de te faire un câlin. Non, surtout, tu m'approches pas. Et là, je me disais, ça va être le drame absolu. Elle va pas comprendre. C'est hyper compliqué de dire non à un câlin d'enfant, quoi. Donc, juste avant de partir, il m'est venu une idée. Merci, la Reine des Neiges. Je lui ai dit, écoute, en fait, donc maman, elle va passer un examen et tout. Mais on va lui mettre un produit. En gros, le produit, ça va faire un peu comme si c'était des pouvoirs magiques que maman, elle n'arriverait pas à contrôler, en fait. Donc, quand je vais rentrer, faut surtout pas que tu m'approches. Tu te rappelles, dans La Reine des Neiges, Elsa, t'as vu, elle n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs. Donc, moi, ça va être la même chose. Quand je vais rentrer, faut pas que tu m'approches. Donc, regarde ce qu'on va faire. Tends ton bras. Donc, elle a tendu son bras comme moi. Tu vois, on se touche pas. On tend nos bras là. Ouais, nos mains sont presque collées. Et voilà, ça va être comme ça jusqu'à demain matin à peu près.
Et en fait, elle a super bien piégé le truc parce que ça a été expliqué sous forme ludique. Et quand je suis rentrée, à peine j'ai ouvert la porte, elle m'a dit « Maman !» Attendu son bras était comme ça. « Maman, regarde !» Voilà. Et ça s'est super bien passé au niveau de la scintigraphie. Il n'y a pas eu de scandale ou de larmes. Voilà, il n'y avait pas de câlin. Mais le fait que ça soit passé par le jeu, c'était top, quoi, en fait. Alors, mesdames, est-ce que vous souhaiteriez faire une petite déclaration à vos enfants? Un petit mot doux, je sais pas. Oui, alors moi je vais leur dire à mes petits minous, à mes petits mimis, à mes petits chatons, je vous aime très fort, vous êtes des enfants géniaux et je suis très fière d'être votre maman. Je vous fais plein de petits bisous. Un petit mot pour mon doudou, pour lui dire que je t'aime très fort, pour te remercier pour le courage que tu as pu m'apporter et pour te dire que je suis fière du petit garçon que tu es et que tu deviendras, j'en suis sûre. Et à ma petite louloute, ma petite Lily d'amour, je t'aime comme tu es, avec ton caractère volcanique, mais aussi tes émotions toutes douces. Et tu me portes, tu me donnes énormément de force. Et je suis sûre que toi et moi, on va faire encore un super duo mère-fille dans l'avenir. Je t'aime très très fort, ma puce. Alors, je voudrais vous remercier très très sincèrement pour vos confidences très émotive, Lucille et Elodie. C'était un très beau moment de partage. Et je voulais également remercier les auditrices et auditeurs qui prenaient le temps de nous écouter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle thématique. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vais vous laisser sur les mots doux de ma petite Lily, dont vous entendrez la voix enfantine citer un extrait du livre Potion d'amour, quand la magie s'invite dans la maladie. C'est ainsi qu'elle me confia avec joie que son plus grand pouvoir, c'était moi. L'amour d'une maman, ça dure toute la vie. Pour toujours et à l'infini, nos deux cœurs resteront unis.